Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Permettre à tous les enfants de vivre dans de meilleures conditions, de voir leurs droits fondamentaux respectés, avec notamment un accès à des documents administratifs comme l'extrait d'acte de naissance, des questions au cœur de l'entretien de la première dame ivoirienne et de la directrice Afrique de l'UNICEF ce mardi. À Yamoussoukro, du colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, il ressort plusieurs recommandations destinées aux Ivoiriens et au monde entier. Elles ressortent de l'analyse des obstacles à la paix en Côte d'Ivoire et des fortes actions de paix posées par le premier président ivoirien. La filière avicole ivoirienne a connu un essor important ces dernières années grâce notamment au plan stratégique de renforcement de l'aviculture. Elle pèse aujourd'hui 250 milliards de francs CFA et emploie 250 000 personnes. Mais la filière reste difficile pour les petits aviculteurs ivoiriens. Et puis dans l'actualité internationale, un forum sur l'investissement s'est ouvert ce mardi à Riyad. Et ce malgré les annulations en cascade de dirigeants étrangers et chefs d'entreprise dues au tollé international suite au meurtre du critique et journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Bienvenue à tous dans le 20h de ce mardi sur RTI 1. Nous sommes à 24 heures du dernier jour de dépôt des dossiers de réclamation pour les élections régionales et municipales couplées. La commission électorale indépendante CEI avait reçu à la date d'hier 63 dossiers de réclamation pour les municipales et 16 pour les régionales. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé ce mardi avec la directrice Afrique de l'UNICEF. La protection des enfants de Côte d'Ivoire est au cœur de cette rencontre. La question des extraits d'actes de naissance a également été abordée. À Ouattouré. La directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, Marie-Pierre Poirier, et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont fait le point sur la situation des droits des enfants en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. L'enregistrement des naissances, l'élaboration des extraits d'actes de naissance pour tous les enfants et la lutte contre le travail des enfants ont été longuement évoqués lors de cette rencontre. Faire le point sur un ou deux des sujets qu'elle a accompagnés personnellement, des droits de l'enfant très importants qui sont en train de faire des avancées importantes au Sénégal. Le premier est l'enregistrement des naissances. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et Madame la Première Dame ont lancé une opération spéciale pour s'assurer que tous les enfants qui sont sur le territoire et pour l'instant voulaient passer leur examen de fin de CM2 auraient accès à ce certificat et comment on allait bâtir sur cela pour garantir ce droit au certificat de naissance à chaque enfant. Je suis sortie de cet entretien confiante que certaines des difficultés que nous avons rencontrées allaient être surmontées et que d'ici la fin de l'année, on allait avoir un nombre important d'enfants qui allaient recevoir ces certificats qui mettraient la Côte d'Ivoire en position de leadership pour donner des modèles qui pourraient être répliqués dans les pays avoisinants. Nous avons discuté un peu d'autres sujets, de la situation de l'enfant, que ce soit le travail des enfants, que ce soit l'accès à la vaccination. Et sur tous ces domaines, Madame la Première Dame a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire pour être un pays leader, non seulement conceptuellement, mais avec des résultats concrets. Marie-Pierre Poirier a par ailleurs indiqué que l'UNICEF sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions en faveur de la protection des enfants. À Yamoussoukro, c'est la fin du colloque international sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. En 72 heures, des chercheurs dans diverses disciplines venues d'Afrique et aussi d'Europe ont revisité les actions fortes de paix posées par le premier président ivoirien. Ils ont analysé les obstacles à la paix en Côte d'Ivoire et il en ressort plusieurs recommandations qui sont destinées aux Ivoiriens et au monde entier. Léon Brou. Le temps pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix d'en mobiliser le financement et sera érigée ici une statue géante du premier président de la République. Question d'immortaliser pour les jeunes générations et c'est l'avenir Félix Houphouët-Boigny qui reste 25 ans après sa disparition, modèle universel de paix au regard de ses actions.
Conclusion du colloque international sur l'œuvre de paix du bélier de Yamoussoukro. 3 jours aussi pour analyser les obstacles à la paix en Côte d'Ivoire. Puis les scientifiques invitent à la culture de la paix. Aux hommes politiques de Côte d'Ivoire, privilégier le dialogue sans exclusion dans le processus de réconciliation nationale. Privilégier le dialogue dans la résolution de tout différend en Côte d'Ivoire. Promouvoir la justice sociale. Faire de la préservation de la paix sociale la priorité de toute action politique. Sensibiliser et éduquer les populations à la culture de la paix. Aux populations, cultiver la tolérance, la fraternité et le dialogue. Éviter le recours à la violence. Respecter l'ordre public. Cultiver la discipline. Le colloque d'expliquer l'absolue nécessité de ce changement collectif de comportement indique la paix comme socle de vivre ensemble et de développement. Il s'agit donc de ressouder le tissu ivoire pour booster l'essor national et l'épanouissement des Ivoiriens, une exigence qui confère encore une actualité à cette affirmation de Félix Houphouët-Boigny que je cite « Le bonheur, le vrai, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte que nous n'ayons jamais à le perdre, mais à l'accroître sans cesse par le travail et l'effort au quotidien. » À Grand-Bassam, on recherche en ce moment cette paix si chère au président Félix Houphouët-Boigny. La BISA 2018 connaît quelques perturbations, des problèmes liés aux résultats de l'élection municipale du 13 octobre dernier. Des personnes mécontentes se sont attaquées à la cour royale, saccageant et vandalisant l'espace qui abrite traditionnellement les festivités de l'Abissa. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est rendu sur place aujourd'hui. Maurice Kwaku Bondaman a eu des rencontres avec le corps préfectorale et la chefferie traditionnelle. La contribution de tous a été souhaitée pour le retour d'un climat de paix favorable à la tenue de l'Abissa. C'est dans ce sens que la royauté multiplie les actions de règlement à l'amiable selon la tradition. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a invité à l'apaisement et à la préservation de l'image de Grand-Bassam, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO vous impose un comportement pacifique. Quelles que soient les raisons qui peuvent vous amener à vous mettre en colère, être ressortissant, vivre dans cette ville vous impose de ne pas recourir à la violence, de ne pas recourir aux actes de vandalisme. Et surtout, ce lieu qui est un lieu sacré, puisqu'il est consacré depuis des siècles. Et il a fait partie du dossier d'inscription. Et c'est le seul lieu que les colons ont dû respecter dans son intégrité, à raison de la portée forte de l'Abissa, fête de cohésion, fête de paix. Donc je suis venu dire à nos parents de Grand-Bassam, aux supporters des candidats, qu'on doit se mettre ensemble pour protéger notre patrimoine, pour protéger l'Abissa, pour protéger la ville historique. La présidente du Rassemblement des Républicains RDR a reçu une délégation du Parti communiste chinois. Une rencontre qui s'inscrit dans la consolidation du partenariat entre le RDR et le Parti communiste chinois. Herman Guivet. Une forte délégation du Parti communiste chinois dans les murs du siège du RDR, le Rassemblement des Républicains, rue Le Pic. Henriette Dagri-Diabaté, président du RDR, a salué l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Chine, par extension entre le PCC, le Parti communiste chinois, et le RDR. Le partenariat entre notre parti, le RDR, et le Parti communiste chinois se porte très bien. Plusieurs missions du RDR sont allées en Chine et les relations entre le RDR et le Parti communiste chinois n'ont cessé de se renforcer. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine s'est amplifiée cette année avec la visite d'État effectuée en Chine par le président ivoirien Alassane Ouattara. Au cours de cette visite, de nombreux accords ont été signés en vue de favoriser la réalisation de projets divers en Côte d'Ivoire. Se saisissant de l'occasion, la présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a informé ses hôtes de marque sur l'état de santé du RHDP. Je voudrais vous informer également que notre projet de parti unifié
est en train de devenir une réalité. Pour nous, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est le gage de la consolidation de la réconciliation nationale et de la paix en Côte d'Ivoire. Et les populations ivoiriennes ont bien compris cela, en témoignent les résultats provisoires des dernières élections municipales et régionales de 2018, selon lesquelles le RHDP vient largement en tête. Le chef de la délégation chinoise, Zhang Guangxi, s'est à son tour félicité de la bonne santé des relations qui existent entre ces deux parties, soulignant au passage les objectifs clés de cette visite et les constats opérés. Nous entendons donc à travers notre visite faire concrétiser les engagements pris par nos deux chefs d'État. Nous avons déjà donc constaté que la partie ivoirienne a déjà fait beaucoup de travail pour mettre en place tous ces engagements-là. Et nous sommes convaincus qu'à travers notre visite, nous pouvons approfondir donc tous ces engagements et les fruits de notre coopération. Les cadres du RDR ont été invités par la délégation du Parti communiste chinois en Chine, dans la province de Shanxi, pour mieux connaître les expériences d'évolution du parti au niveau central. La coopération suisse et la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest ont signé une convention de partenariat. Il s'agit pour la Confédération de renforcer les capacités de ses membres dans le cadre du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Jean-Luc Mangbo. Cette convention que signe Isiaka Savadogo, président de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, et Thomas Litscher, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, porte sur un montant de 1,12 milliard de francs CFA. Le gouvernement suisse choisit ainsi de contribuer à la fluidité du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Le soutien de la Suisse aux acteurs du secteur privé vise la promotion de collaboration publique-privée afin d'accroître les activités de commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. À partir de là, les éleveurs pourront accéder à des marchés rémunérateurs et l'élevage sera plus attractif, source d'emploi et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes. La convention permettra notamment de développer le marché des produits de la filière bétail-viande, d'améliorer l'offre des produits animaux et de renforcer les capacités des acteurs de la filière bétail-viande de la sous-région. C'est pour que chaque acteur se mette au travail. Notre souhait aujourd'hui, le souhait même de tous nos États, c'est partout pour que où on vend des animaux, la viande n'a qu'à être moins chère pour que tout le monde puisse vraiment et va leur panier ménagère et tous les jours en bon prix et en bonne qualité et à coût bas. Cette contribution constitue le deuxième volet de l'appui suisse pour une fluidité du commerce intra-régional du bétail en Afrique de l'Ouest. Un premier accord d'environ 3 milliards de francs CFA a été signé en juillet 2018 entre la Suisse et la Commission de la CEDEAO. La filière bétail-viande veut renforcer donc ses capacités pour un meilleur rendement. La filière avicole ivoirienne, elle, a déjà bénéficié d'un plan stratégique de renforcement. Et du fait, elle pèse aujourd'hui 250 milliards de francs CFA pour 250 000 emplois créés. Mais la filière reste tout de même difficile pour les petits aviculteurs ivoiriens. Manque de modernisation, précarité pour la plupart des exploitations, difficultés de financement et d'encadrement. Jean-Luc Mangbo nous propose une incursion dans l'univers de ces petits aviculteurs ivoiriens en quête de soutien et de reconnaissance. Pour accéder à la ferme d'Abdourahmane Koulibaly, il faut parcourir à partir de Boaké 3 km de piste. Abdourahmane est enseignant, mais il s'est également lancé dans l'aviculture il y a 8 ans. Une activité qu'il exerce avec tous ses écueils. Ce bâtiment, il faut compter 1 370 000. Pour l'approvisionner, on a mis 1000 pondeuses en raison de 650 francs la pondeuse. C'est un investissement qui est lourd. Malgré ces difficultés, Abdourahmane utilise les grands moyens pour pérenniser son activité. Aujourd'hui, il reçoit une équipe de vétérinaires pour la vaccination de ses pondeuses. Une opération qui ne lui coûtera pas moins de 42 000 francs CFA. Quand vous ne procédez pas de cette façon, vous n'avez pas le résultat qu'il faut.
Donc obligatoirement, il faut les vacciner, il faut les entretenir, nettoyer le bâtiment, les nourrir comme il faut pour pouvoir espérer avoir une bonne ponte. La vaccination, un luxe que ne peuvent s'offrir tous les agriculteurs de la région. Il y a beaucoup d'éleveurs qui commencent l'activité, mais à la longue, qui lâchent le morceau parce que tout simplement, les résultats ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que tout simplement ils n'ont pas suivi tous les conseils qu'il faut ou alors toutes les bonnes procédures de production qu'il fallait. Des éleveurs qui lâchent l'activité par méconnaissance de la prophylaxie, mais surtout par manque de moyens. Abdourahman nous conduit dans une ferme voisine, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens. Ils ont investi pour construire des fermes. Les fermes sont abandonnées, 5 ou 6 fermes abandonnées. Tout simplement parce que les gens n'ont plus de moyens pour continuer. Des fermes abandonnées, des emplois perdus au moment où la filière avicole est en quête d'une meilleure productivité afin de relever le défi de l'autosuffisance en viande de volaille. Il est difficile de vouloir atteindre l'autosuffisance alimentaire en volaille si on laisse mourir des fermes comme ça. Les structures existent, le cadre est là. Il nous suffit seulement d'un petit coup de pouce en financement et en encadrement. La filière avicole est animée par quelques débuts aviculteurs qui partagent les mêmes difficultés. Même pour Amadou Ramdé, l'un des principaux fournisseurs en volaille à Yamoussoukro, c'est la croix et la bannière pour maintenir une activité qu'il exerce pourtant depuis une vingtaine d'années. On a subi vraiment des conséquences massives. Aujourd'hui, on a eu des grandes sociétés qui faisaient de la restauration, sont partis avec notre argent. Donc je me suis dit, au lieu que je produise en grande quantité pour le moment, il faut aller doucement, doucement. Son rêve aujourd'hui, installer à Yamoussoukro un véritable centre avicole qui professionnaliserait davantage le métier d'éleveur. Il devra pour cela résoudre un autre problème, le foncier. J'ai demandé cet espace-là aux parents pour que je puisse m'installer. J'ai lancé ce lotissement-là pour que ça soit approuvé et que je sois à l'aise pour vraiment faire mon travail tranquillement. À une dizaine de kilomètres de là, toujours dans la région de Yamoussoukro, Bertin Kouadio, ingénieur agronome géotechnicien, lui, a réalisé une trouvaille qui pourrait révolutionner l'élevage local de volailles. Nous faisons un croisement entre nos poules africaines et puis des coqs qui ont de plus grandes performances pour pouvoir donc améliorer le format de ces poulets-là. Je pense qu'à terme, on devait arriver à sélectionner ici une souche, comme l'ont fait d'autres pays africains, des souches qui vont donner des pondeuses adaptées à nos conditions locales et puis des coqs performants qui sont moins sensibles aux maladies. Développer un élevage spécialement de poulets africains, c'est ce à quoi travaille aujourd'hui cet enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ces poulets sont très demandés. D'ailleurs, il y a un problème même pour satisfaire la demande. Je pense que pour pouvoir satisfaire cette demande, il faut donc qu'on arrive à développer la production. Ce qui veut dire qu'il faut passer par un accroissement de la production des poussins et parallèlement ça aussi à trouver des aliments à moindre coût, performants, pour pouvoir donc développer cet élevage. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Les aliments à moindre coût, Bertin Kouadio les fabrique dans sa ferme à partir de feuilles et de produits locaux. Une véritable ferme expérimentale qui se présente comme une des nombreuses solutions envisagées pour la redynamisation de la filière avicole. Une redynamisation qui est pilotée en grande partie par le programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN. L'ensemble même des problèmes de la filière sont pris en charge dans le plan stratégique. Quand je parle par exemple du financement, il s'agit de permettre à ces petits éleveurs-là de pouvoir renouveler leur équipement, de pouvoir renouveler leur matériel. Et donc les crédits de trésorerie, les crédits en fonds de roulement sont effectivement disponibles. Nous avons fait l'expérience qui a très bien marché et la difficulté qu'ils ont rencontrée et que nous sommes en train de résoudre, c'est la commercialisation. Si la commercialisation se passe bien en aviculture, en réalité, l'éleveur dispose suffisamment de ressources pour procéder lui-même au renouvellement de son matériel. Le plan stratégique de relance de l'aviculture moderne ivoirienne va nécessiter la réalisation d'importants investissements privés, évalués à 150 milliards de francs CFA dans la filière. Une filière qui réalise, selon l'interprofession avicole, un chiffre d'affaires d'au moins 250 milliards de francs CFA par an et offre 250 000 emplois en Côte d'Ivoire.
Voilà, EcoPlus ce soir consacré aux difficultés de la filière avicole, notamment le financement. Et c'est le même tableau dans le domaine du logement, autant en Côte d'Ivoire que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Des experts se sont réunis à Abidjan afin d'étudier cette question du financement qui reste au cœur du déficit de logement. Francis Boifo. L'accès au logement, c'est une préoccupation qui touche tous les pays africains. Par exemple, la pénurie de logements au Nigeria est actuellement estimée à 17 millions d'unités. Le Ghana aurait besoin de 170 000 unités pour l'année prochaine. Le Kenya en aurait besoin de 2 millions. Le déficit est estimé à 3,5 millions par an dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Les marchés des capitaux ne sont pas suffisamment développés pour apporter les fonds à long terme qui sont nécessaires pour financer l'habitat de façon générale. Le cadre réglementaire, les institutions, les infrastructures, ne serait-ce que de gestion des cadastres, d'enregistrement des prêts hypothécaires, de transfert entre les institutions en cas de transaction, sont tels que le secteur ne se développe pas aujourd'hui dans les pays africains. En Côte d'Ivoire, des réformes et mécanismes mis en place par le gouvernement ont permis la sécurisation du foncier. 560 hectares, évalués à 13 milliards de francs CFA, la réalisation des travaux liés au bitumage des voies, au réseau d'assainissement, d'eau et d'électricité d'un montant de 31 milliards de francs CFA. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de permettre aux acquéreurs d'avoir des financements long terme, allant jusqu'à 25 ans, avec un taux n'excédant pas les 5,5%. La mise en place d'un financement des crédits promoteurs avec des taux intéressants. Il a été mis en place un mécanisme qui est le CDMH qui permet de baisser le taux du financement à 5,5%. Et il est important également que le financement soit long, donc sur une durée entre 15 et 20 ans au minimum, pour permettre justement que l'acquéreur puisse rembourser sur sa vie professionnelle. Nous avons bon espoir de réussir cela pour ce qui concerne nos populations. La 34e conférence annuelle sur le financement du logement en Afrique, une opportunité pour les experts de réfléchir à de nouveaux mécanismes pour la production de logements de masse à des prix abordables. Comment faire profiter les pays africains des richesses dont regorge la zone maritime commune à tous les pays côtiers? L'Organisation internationale des fonds marins et le Centre africain de développement minier informent une quinzaine de pays côtiers d'Afrique francophones sur la question. Nadia Eja et Noël Niagno. L'espace maritime attribué à la Côte d'Ivoire, c'est 250 km². De plus, elle dispose d'un droit sur la zone internationale maritime hors de sa juridiction. Cette zone, dite patrimoine commun, est la plus grande des aires maritimes. Elle regorge de nombreuses richesses minérales. Pourtant, les pays africains sont absents dans l'exploitation et l'exploration de cette zone internationale appelée aussi Grand Fonds marin. Nous avons vraiment une très forte intention de changer cet aspect des choses. Nous avons au niveau de l'Afrique 38 pays qui sont donc en contact direct avec l'eau. Le potentiel que les différents pays africains ont est vraiment réel et particulièrement prometteur. Les raisons de cette absence, le manque d'informations et des moyens nécessaires à la création d'entreprises spécialisées dans le domaine. Des insuffisances à corriger donc. D'où l'initiative en terre ivoirienne de ce séminaire sous-régional autour du thème « Le développement durable des ressources minérales des grands fonds marins ». Les richesses des eaux, du sol et du sous-sol de la mer permettent une dynamique de diversification du tissu économique avec à la clé la création d'emplois. La mise en valeur de ces richesses implique la formation de nos cadres dans ce domaine. Au cours des 4 jours que vont durer ce séminaire, les 15 pays participants seront sensibilisés sur les opportunités des grands fonds marins. Il sera également défini une stratégie pour faciliter l'installation d'entreprises africaines sur cette zone. Tout cela dans l'optique de contribuer à la croissance de l'économie maritime et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Autant que les ressources minérales, les ressources forestières ont besoin d'une meilleure gestion.
Pour ce faire, un nouvel outil moderne de planification et de gestion des forêts ivoiriennes dénommé IMAGE entre en jeu. C'est une surveillance spatiale. Elle va permettre de limiter la dégradation sauvage de nos forêts. Direction la Russie, à plus de 10 000 km de la Côte d'Ivoire, une distance qui ne freine pas les rêves d'aventure de nombreux jeunes Africains, y compris des Ivoiriens. Ils sont nombreux à espérer y faire fortune, mais en Russie, la réalité est bien souvent différente de l'Eldorado espéré. Chaque jour, des Ivoiriens en difficulté se tournent vers l'ambassade pour les aider à survivre ou encore à retourner dans leur pays. Le dossier de Serge Coléa. C'est aux portes de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie que nous rencontrons Alexis Goké. Ce jeune Ivoirien a passé 5 années à Moscou dans l'espoir de réaliser son rêve de devenir footballeur. Des gens qui m'ont donné l'invitation m'ont accueilli. J'ai pu obtenir avec des petits clubs ici, mais ça n'a pas donné. Plus de 3 millions de francs CFA investis par sa famille pour obtenir le billet d'avion et des papiers d'entrée en Russie. Au bout de ce sacrifice, un rêve brisé. Pour jouer au football ici, la Russie, il faut être professionnel. Il faut être professionnel peut-être dans l'équipe nationale. En ce moment, tu peux avoir la possibilité, mais si ce n'est que peut-être les clubs, les 2, 3, non, ça ne peut pas marcher ici. Le jeune homme, n'ayant plus la force de retourner en Côte d'Ivoire, se fond dans la communauté ivoirienne. Il devient chercheur, comme on les appelle ici. Il y a le réclame à faire ici, donc on travaille sur le foie pour pouvoir avoir quelque chose, juste pour pouvoir payer le loyer, manger. On te paye pratiquement 700 roubles, 500 roubles pour la journée. C'est vraiment petit, en fait. Landry, lui, est arrivé à Moscou en 2013 avec en poche son permis de conduire. Je suis venu me chercher, comme on le dit. Actuellement, je travaille un peu avec les diplomates, je dépose leurs enfants à l'école. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens, à avoir rêvé grand en arrivant en Russie. Il y a plein d'hommes qui mettent les photos sur Facebook et sur Instagram. C'est ça qui fait les gens, beaucoup d'hommes rêvent de venir ici. Une fois sur place, la triste réalité s'impose à eux. Tous ceux qui sont ici, qui viennent ici, on les blague. Ici, c'est la misère. Il n'y a rien ici. Ici, on prend un appartement en groupe et puis bon, quand le mois finit, on se cotise pour payer le loyer. Beaucoup qui voient que bon, il y a plus d'espoir, ils rentrent. Mais nous, pour le moment, on est là parce qu'on espère que bon, d'ici là, ça peut aller. Alexis Goké, lui, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'ambassade. Il va peut-être obtenir son document de sortie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va bien, hein? Ça va. Oui, il a été là. Alexis reçoit effectivement le précieux billet de sortie. Sans ce document, les sans-papiers désireux de sortir de la Russie encourent à la prison une fois appréhendés à l'aéroport. La communauté ivoirienne en Russie est forte d'environ 400 personnes enregistrées par les services de l'ambassade. Il y a des gens qui sont venus ici dans l'intention d'atteindre l'espace Schengen. Il y a des passeurs et tout ça. Mais c'est difficile, et qui sont restés ici par défaut. Donc ils exercent des petits boulots. Il y a certains qui sont chauffeurs, des wara-wara, le taxi banalisé. Et la meilleure intégration, c'est souvent aussi le mariage avec les filles russes. De l'avis des diplomates et agents russes de l'ambassade, les chances de réussite pour un migrant ivoirien ou même africain en Russie sont minces. Je crois que c'est mieux de rentrer au pays parce que ici, c'est pas facile de retrouver un bon travail. Leurs difficiles conditions de vie amènent parfois certains Ivoiriens venus se chercher à tremper dans des pratiques délictuelles. On a des ressortissants qui sont incarcérés, on a des ressortissants qui nous saisissent, qui veulent rentrer au pays, parce que compte tenu des difficultés, il y a des gens qui ont des véritables soucis, même au niveau de la santé et tout ça. C'est souvent que pour des cas d'extrême urgence, nous faisons appel à Abidjan. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous avec Alexis Goké. Nous voulons constater de nous-mêmes la réalité du cadre de vie des Ivoiriens. Mais au téléphone, il se rétracte. Je suis avec beaucoup de personnes, la maison est petite, donc vraiment, quand j'ai parlé de ça à la maison, ils ont fait savoir que non, on n'est pas... C'est que vous, dans votre quartier, les conditions dans lesquelles vous vivez, on ne peut pas filmer ça.
continué, on n'est pas venu fumer à la maison parce que la maison, si au moins elle était confortable, quand même on pouvait arranger les choses un peu quand même. Dans cet état-là, vraiment, avec 8 personnes dans la chambre et tout ça là, pour moi. Mais vous dormez comment 8 personnes dans la chambre là? En fait, chacun a son matelas, chacun a sa place. Alexis Goké a pu finalement rejoindre la Côte d'Ivoire 2 semaines après notre entretien. Dans l'actualité internationale, un forum sur l'investissement s'est ouvert ce mardi à Riyad, et ce malgré les annulations en cascade de dirigeants étrangers et chefs d'entreprise dues au tollé international suite au meurtre du critique et journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Riyad espérait à travers cet événement économique présenter le royaume comme une destination commerciale lucrative afin de diversifier son économie et de s'ouvrir aux nouvelles technologies, au tourisme et au divertissement. Rappelons pour terminer qu'il ne reste plus que la journée de demain pour déposer les dossiers de réclamation pour les élections municipales et régionales couplées du 13 octobre dernier. La commission électorale indépendante CEI enregistrait hier lundi près de 80 dossiers. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez à 23h Michel Mambo et demain 20h Marie-Laure Ungoran. Bonsoir à tous.